racheter l'hacienda. Cela représente plus d'argent, la tentation n'en sera que plus forte. Je ne puis vraiment pas vendre l'hacienda. Elle ne m'appartient d'ailleurs pas. Comment? Oh, c'est étrange, elle est enregistrée à votre nom. Elle m'appartient naturellement, la Rosa Blanca, comme elle a jadis appartenu à mon père. Je veux dire, elle appartient aussi à ceux qui viendront après moi. Mais c'est absurde, Seigneur Yáñez. Laissez donc les autres se débrouiller. Vous donnerez tout l'argent que vous voudrez à vos enfants. Ils pourront devenir docteurs ou avocats à Mexico. Ils pourront s'acheter un beau magasin. Ils gagneront beaucoup d'argent. Ils pourront se payer des automobiles. Mais ils n'auront plus de terre. Et comment mangeront-ils s'ils ne cultivent pas le maïs? Ne dites pas de sottises. Vos descendants pourront bien s'acheter tout le maïs qu'ils voudront pour leur tortilla. Ils auront bien assez d'argent alors. Mais il faut pourtant que l'on cultive le maïs. Il faut bien que quelqu'un plante du maïs. Et pour ça, il faut de la terre. Oh, une automobile, c'est peut-être très beau, mais ce n'est pas du maïs. Il n'y aura pas non plus de viande, d'oranges, de haricots. Jacinto s'aperçoit que le licenciado Pérez, tout savant qu'il est, ne comprend rien à la terre, ni au devoir, ni à toutes ces choses qui lui paraissent si essentielles. Il sent qu'il a des devoirs bien plus importants encore que deviendront ses compadres et ses comadres, les 70 familles qui vivent à l'hacienda. Non, je ne puis pas vendre l'hacienda. Elle appartient aussi à mes compadres. Vos compadres, ils travailleront dans les champs pétrolifères. Ils gagneront bien plus qu'à l'hacienda. Ils ne travailleront que 8 heures par jour et auront beaucoup moins de peine. Ils pourront s'acheter des chaussures, payer à leurs femmes des robes de soie, des souliers vernis, du savon parfumé. Il n'y aura plus de travail pour les hommes. Ils ne recevront plus d'argent. La Condorogle ne fait pas des forages que par ici. Elle a beaucoup d'autres terrains. Nous y enverrons alors les gens de la Rosa Blanca. Mais là où vous enverrez nos gens, il y a des habitants du pays dont la terre a été vendue. Ils voudront également recevoir du travail. Alors, il faudra qu'ils aillent ailleurs pour se faire embaucher. Mais si on leur a acheté leur terre à eux aussi, ils n'ont plus de foyer. Et comment pourront-ils vivre si nos hommes viennent leur ôter le travail? Il ne leur restera plus qu'à mourir de faim. On ne fera pas non plus éternellement des forages. Il arrivera un jour où il n'y aura plus de pétrole. Les hommes auront alors oublié comment on cultive le maïs. Le licenciado Pérez se sent accablé, comme s'il avait reçu une grande taloche qu'il ne pouvait rendre. Comment répondre à la simplicité surprenante avec laquelle Don Jacinto envisage la société? Le président, Mr. Chaney Collins, est fort, c'est certain. Quand il veut quelque chose, rien ne peut l'empêcher de l'obtenir. Il y a sur son gigantesque bureau, dans un cadre en argent, un portrait de sa femme, déjà pourvu d'un fort embonpoint. Un portrait de sa fille aussi. Elle n'est pas encore très grosse, mais laisse voir même en effigie qu'elle n'a plus rien à apprendre de ce monde. La dame le tourmente. Elle lui téléphone 4 fois par jour. Elle exige un garage pour son auto. Et le garage ne peut aller sans un hôtel particulier attenant et d'un luxe approprié. Le président d'une compagnie pétrolière américaine ne vit pas sur un lit de rose.
Il a comme tout le monde sa lourde part de soucis, parvient à grand-peine à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que 500 000 $ de traitement annuel pour un pauvre président ainsi assommé? On est déjà au début du XXe siècle. Ne pas avoir de maîtresse est impensable. Il serait déconsidéré. La cour de Rognes a besoin d'un président doté d'une insatiable virilité, d'un esprit de conquérant. Ses fonctions exigent de la brutalité, de la vigueur, un manque absolu de scrupules et d'égards. Mr. Collins était une puissance dans l'industrie pétrolière. Il est capable en quelques jours d'ébranler le marché. Il y avait une compagnie qui fabriquait des moteurs. Elle était complètement inconnue, mais produisait toujours dans l'espoir d'une hausse. Ses actions étaient à 45 et personne n'en voulait. Soudain, ses actions montent à 65, puis 80, puis 110. Personne ne sait pourquoi, personne ne connaît l'acheteur, les courtiers ne livrent pas le nom de leurs mandants. Une hausse si soudaine donne libre cours à tous les bruits. La nouvelle circule que la compagnie en question a acquis le brevet d'un moteur tout nouveau qui ne consomme que le 10e de gasoline nécessaire aux moteurs ordinaires et produit une force 10 fois plus grande. Toutes les compagnies qui fabriquent des moteurs commencent à trembler. Même les actions de la General Motors se mettent à fléchir. Les actions des compagnies pétrolières flanchent. Si les moteurs consomment 10 fois moins de gasoline, que va-t-on faire de tout ce pétrole? Autre fumeur de calumet, le pacte imposait à tous les peuples de ne plus faire la guerre sans en demander l'autorisation à Washington, etc., etc., etc. Aucun dieu ne serait assez puissant pour créer des combinaisons plus compliquées que celles qu'on imagine là. C'est là, et nulle part ailleurs, que se trouve le sanctuaire de l'humanité. À la porte de la salle est accroché un écriteau sur lequel on peut lire « Do not disturb », ne pas déranger. Cet avis s'adresse aux employés de bureau, aux manias, à la reine d'Angleterre, à Jéhovah, mais pas à Betty, qui veut son garage et l'hôtel particulier attenant. Il faut dire que quand Betty entre quelque part, même le plus blasé croit voir apparaître une princesse. Un homme qui gagne assez d'argent pour entretenir, en plus de sa famille et de quelques petites danseuses, une princesse pareille est un homme puissant. Pour ces messieurs de la compagnie qui ont de l'influence, le droit de donner des ordres, la princesse Betty est comme une associée et en même temps une réclame. Elle rehausse le prestige de Mr. Collins. Elle danse avec les femmes et avec les jeunes filles. Il oublie les discours parlementaires, les affaires de l'État. Il n'y a plus au monde que des hommes vêtus de blanc, des femmes aux jupes multicolores et qui dansent en riant avec des yeux noirs langoureux, le cou brun, les bras nus. Il n'y a plus au monde que des chants, de la joie, de l'insouciance et un feu qui brûle sur un autel de pierre. Monsieur Abner arrive un jour à Tuxpan, petite ville mexicaine qu'il a choisi pour y établir son quartier général. Il veut d'abord étudier le terrain sur lequel il va combattre. Il passe les premiers jours à traîner dans les cabarets, les salles de billard. Il y fait la connaissance d'un métis, Frigillo, dont le père est nord-américain. Frigillo s'est laissé aller à la vie facile et de déchéance en déchéance est adonné à la boisson. Il parle suffisamment anglais, grâce à quoi il est devenu un genre de tuteur des compagnies pétrolières. Il songe à Domingo, son fils aîné, à qui il a confié la Rosa Blanca, à la Señora Yáñez et au rire des cuisinières.